Bonsoir, bienvenue en Normandie. Nous sommes en direct pour vous proposer les premiers débats consacrés aux élections municipales à 11 jours de ce premier tour. Des débats que nous organisons avec le journal Ouest France, à suivre donc sur notre antenne, sur Internet et dans les pages du quotidien régional. Ce soir, deux villes sont à l'honneur. Deux villes ouvrent les festivités, Cherbourg et Lisieux. Bonsoir Lucas Larcher. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la rédaction de Ouest France à Lisieux, où le maire sortant Sébastien Leclerc brigue un deuxième mandat. Bonsoir monsieur Leclerc. Bonsoir Franck. Oui, tout à fait. Il brigue un second mandat et face à lui deux listes. Une liste de gauche menée par le socialiste Olivier Truffaut. Bonsoir, monsieur Truffaut. Et une liste menée par Paul Mercier, conseiller d'opposition. Mais vous étiez le bras droit de l'ancien maire Bernard Aubril. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir donc à tous les trois. Avant de vous laisser la parole, on va voir quels sont les enjeux sur cette ville de Lisieux, connue dans le monde entier pour sa célèbre basilique, mais pas seulement. On retrouve Kanwa Jinsing. Lisieux, capitale du Pays d'Auge. Elle rayonne à travers ses pommiers, son bocage et son tourisme religieux. La commune est l'une des sous-préfectures du département du Calvados. 19 650 habitants selon le dernier recensement, un chiffre en baisse depuis plusieurs années. Le maire sortant est Sébastien Leclerc. Lors du second tour des municipales en 2020, il a été élu dans une triangulaire avec 44% sous l'étiquette Les Républicains. Les secteurs économiques clés sont l'industrie et la santé. Le centre hospitalier est le plus gros employeur avec 1400 agents. Parmi les autres acteurs majeurs de ce territoire, le géant pharmaceutique Sanofi ou encore Knorr-Bremse, leader mondial de systèmes de frein pour les utilitaires et les véhicules sur rail. Le taux de chômage est stable dans le bassin d'emploi de Lisieux. Il est de 6%, c'est moins que la moyenne nationale. Côté finances, la ville investit activement avec un budget de 13 millions d'euros en 2025. Elle affiche une dette de 15 millions d'euros. À ce jour, les principaux enjeux de Lisieux sont la sécurité, la santé et l'attractivité. Voilà, on va entendre vos propositions dans un instant, mais d'abord, Sébastien Leclerc, j'aimerais qu'on éclaircisse un point personnel. Vous faites l'objet de deux plaintes dont on a parlé dans la presse pour favoritisme et coups et blessures volontaires. Est-ce que ça peut avoir un incident sur votre mandat dans les semaines ou les mois qui viennent ? Certainement, puisque certains mauvais esprits essaient d'en jouer, mais je pense que je réserverai mes réponses au procureur, et le procureur l'a dit en fin d'année, il s'est exprimé devant la presse et il a dit qu'il se méfiait des règlements de compte politiques. Donc voilà, j'attends qu'il m'invite à le rencontrer. Vous avez reconnu un des faits, hein Non, je reconnais pas les faits. J'ai pas été interrogé par personne, ni par la police, ni par le procureur. Donc je ne reconnais aucun des faits, non, absolument pas. Présumé. Et je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet tant que je n'ai pas vu le procureur, de façon à ne pas le fâcher. Et ce qui me gêne, c'est de ne pas pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Et vous êtes présumé innocent, je le rappelle. C'est bien de le rappeler, mais le tribunal populaire m'a déjà jugé. Lisieux, c'est la troisième ville du Calvados, une ville qui est passée sous la barre des 20 000 habitants pour la première fois. Comment l'expliquer ? Quelles sont vos propositions pour enrayer cette baisse ? On va vous entendre, mais d'abord, écoutez ces réactions recueillies cette semaine. Il y a plutôt des sorties pour les personnes âgées, on va dire. Pour la basilique, les croyants, tout ça, mais pour les jeunes, tout ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas mal de magasins ouverts le lundi. Moi, je ne travaille pas le lundi, donc je trouve que c'est assez attractif le lundi. Il y a assez de concerts, de choses comme ça le week-end, donc oui, je trouve que c'est pas mal. Voilà, il y a un projet de cinéma depuis des années et qui est très long à voir le jour. Après, il y a toujours des activités à faire qui se diversifient. Il y a souvent des concerts, il y a plein de choses à Lisieux, il y en a plein. Même les commerces, il y a beaucoup de commerces. Même dans le centre-ville, donc c'est bien. De base, c'est en dehors du centre. Et là, non, il y a vraiment il y a de tout. Donc il fait bon vivre à Lisieux. Oui, bah oui. Il fait bon vivre à Lisieux, c'est ce que dit ce jeune homme. Et on entendait aussi cette mère de famille qui disait il y a des sorties pour les croyants, pour les personnes âgées, mais pas pour les jeunes. On va vous entendre. Qu'est-ce qu'on fait sur l'image de la ville, sur le dynamisme, son attractivité ? Paul Mercier, pour commencer. Alors, sur son attractivité, ça passe d'abord par la prise en compte de l'environnement et des espaces publics, une propreté, sécurité.
Il faut également que le dynamisme culturel soit conforté pour toutes les générations, avec une ville qui est déjà très active du point de vue associatif et culturel, mais ça doit être renforcé par l'achèvement du projet multiplex et l'ajout d'une salle de spectacle. Et puis c'est une ville aussi qui doit être connue pour prendre soin de tous ses habitants, des plus fragiles, personnes âgées, jeunes, et conforter sa place de capitale du Pays d'Auge. Je pourrais citer le programme de campagne, là, c'est tout ce qu'il faut faire pour Lisieux. Il y a un diagnostic qui est là, c'est une ville qui perd des habitants, hein, Lucas. Oui, on est passé sous la barre des 20 000, on est à 19 600, on l'a vu justement dans la carte postale. Comment faire pour attirer plus d'habitants, Monsieur Truffaut? Alors oui, 19 600. Il est prévu quasiment 19 000 au prochain recensement. Donc ça fait quand même beaucoup d'habitants en moins. On doit être autour de 4 000 habitants en moins depuis le début des années 2000. Je pense qu'il y a un problème de logement. Ouais. La crise du logement à Lisieux s'est aggravée avec la destruction de 647 logements à Hauteville, vous le savez. Mais je pense que le problème est plus important. Il y a également un vieillissement des logements sur Lisieux, un taux de vétusté important, un taux de logements vacants également très important. Donc je pense que quand on a autour de 1000 demandes de logement non satisfaites, je pense que si on pouvait les satisfaire, le nombre d'habitants pourrait augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement, Sébastien Leclerc? C'est vrai que, notamment sur ce quartier de Hauteville, on a déconstruit des logements pour en construire d'autres, 300 environ. On en a perdu 300 en fait dans cette opération. Où on met ces Lexoviens, ces habitants? Alors les 300 logements qui vont être construits, on sait où ils vont être construits. C'est hors du quartier prioritaire de la ville, puisqu'on ne peut pas reconstruire à Hauteville, puisqu'on a déconstruit des logements sociaux. Ça, on le sait, cette page est tournée. On a eu du mal à la tourner parce qu'on n'avait aucune réserve foncière pour créer du logement social quand on est arrivé en 2020. Il a fallu courir après les réserves foncières. Moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on fasse du logement pour tous et qu'on permette aux Lexoviens, quels que soient leurs moyens, de pouvoir acquérir leur logement. On sait qu'on aura du logement social. Il faut que maintenant les Lexoviens qui le souhaitent, puissent acheter en centre-ville et aux abords de la ville. Mais combien ça va coûter? Est-ce que les Lexoviens, parce qu'on est dans une ville où le revenu moyen est plus faible qu'ailleurs, est-ce qu'ils auront assez d'argent pour se payer un appartement, une maison? C'est bien beau, en fait, d'avoir des projets, mais dans la réalité... Franck Beignet, le problème, c'est qu'à Lisieux, on n'a pas mobilisé de foncier. Partout ailleurs en Normandie, partout ailleurs dans le Calvados, on construit. Il n'y a qu'à Lisieux qu'on ne savait pas le faire. Aujourd'hui, on mobilisera du foncier qui appartient à la ville et on fera des préemptions lorsque les terrains, le foncier se proposera à nous pour construire du logement en accession à la propriété. On a juste un petit problème, c'est qu'en centre-ville, on a les fouilles archéo. Un point peut-être qu'on pourrait souligner, c'est on ne fait pas assez pour les jeunes, c'est ce qu'on entendait. Vous avez ce sentiment aussi, Paul Mercier? On ne fait pas assez pour les jeunes, il faut essayer de les maintenir à Lisieux. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes quittent Lisieux après leur bac pour aller faire des études supérieures. Et pourtant, il y a du travail, parce que le taux de chômage, il est de 6%. Hein. Et peu reviennent. Mais effectivement, il y a du taux de chômage qui reste relativement bas. Pour autant, il y a des postes non pourvus aussi dans les entreprises. Donc il y a un potentiel à développer pour les jeunes. Et il y a aussi des logements à reconquérir, beaucoup de logements vacants, notamment en centre-ville. Et ça, c'est un axe important pour attirer aussi de la population, et notamment des jeunes en ville. Ces emplois pour les jeunes, est-ce que ça passe par des formations? Ça passe par des formations. Il faudra développer une ou plusieurs nouvelles formations supérieures pour aussi maintenir des jeunes localement. Monsieur Truffaut, vous êtes professeur, justement, la formation, ça vous parle? Ça me parle, oui. Je pense que la première chose à faire, c'est de réussir à obtenir un 3e département pour l'IUT de Lisieux. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. J'ai bien quelques idées, mais ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans, que les 2 premiers départements ont été ouverts. Il nous faudra absolument un 3e département pour que l'UIT soit autonome et puisse nous permettre d'avoir une cité universitaire, des logements pour les étudiants. Je pense que tout ça manque énormément. Faire revenir les jeunes, les garder également, effectivement, c'est une des priorités. Est-ce que demain, vous ferez de la sécurité une de vos priorités égales?
également. Depuis quelques mois, on a vu que les policiers municipaux étaient armés. C'était d'ailleurs une de vos propositions, Sébastien Leclerc, qu'on poursuivait le développement de la vidéoprotection. Est-ce que demain, si vous êtes maire, réélu demain, à la tête de cette municipalité, vous poursuivez le développement des caméras, vous renforcez les effectifs de police ? On a créé le poste de police municipale à Lisieux. La police municipale était quelque chose de tabou auparavant, avec mes prédécesseurs. On a recruté 6 policiers municipaux et on propose d'en recruter 4 supplémentaires pour décaler les horaires de travail. On a modernisé les 29 caméras existantes et on a posé 14 de plus et on continuera de développer la vidéoprotection. Mais pour quelle efficacité ? Est-ce que vraiment ça permet d'interpeller des individus, limiter le nombre de cambriolages, c'est déjà arrivé au cours de ce mandat où lors d'incendies volontaires, les auteurs ont été arrêtés grâce à la vidéoprotection. Je me rappelle dans un précédent débat, également pour ces élections municipales, on avait dit Lisieux, c'est pas Chicago. Ouais. Olivier Truffaut. Je me rappelle même de la personne qui avait utilisé ce vocable. Est-ce qu'on poursuit en fait le développement, comme le dit Sébastien Leclerc, des effectifs de la police municipale ? Je considère que la création de la police municipale était une très bonne chose. Je ne sais pas quels étaient les avis de mes prédécesseurs, mais je pense que nous avons besoin d'une police municipale. Moi, je pense que c'est plus une police de la proximité et de la tranquillité dont nous avons besoin. Une présence dans les différents quartiers de Lisieux. Pour l'instant, le commissariat de la police municipale est placé à Hauteville. Je pense que c'est un choix judicieux, certainement. Mais je pense qu'il faudrait absolument qu'il y ait une présence de cette police municipale dans les différents quartiers de Lisieux. Monsieur Mercier, Monsieur Leclerc avait dit que c'était compliqué pour ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs, c'était vous et votre équipe. Non, moi je n'étais pas le maire à l'époque et ça peut être compliqué pour certains prédécesseurs, les premiers adjoints. Et donc, dans le programme de 2020... Pendant 19 ans ? Premier adjoint pendant 6 ans. D'accord. Mais adjoint pendant 20 ans. 19 ans. Et dans notre programme de 2020, nous avions déjà aussi mis la police municipale. Donc il est faux de dire que nous étions contre. Après, c'est les électeurs qui ont décidé que c'était la municipalité. Mais qu'est-ce qu'on fait demain ? Demain, renforcer les effectifs, on l'a dit, renforcer l'effectif jusqu'à 12 agents au total pour pouvoir ajuster les horaires au mieux, mais aussi travailler en coordination. C'est une approche globale de la sécurité et en coordination avec le commissariat et avec la justice. Mais vous qui êtes à Lisieux depuis plusieurs années, ça fait combien de temps que vous habitez là-bas ? Moi, ça fait 40 ans que j'habite à Lisieux. 40 ans, oui. D'accord. Vous avez le sentiment justement que ces problèmes de délinquance, d'insécurité, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien ? Ils existent. Il y a des quartiers où il y a des points de deal. C'est clair que ça existe et ils se déplacent. Il faut pouvoir les suivre. Et c'est pour ça qu'il faut se coordonner avec police et justice pour anticiper et gérer ces problèmes-là. Une question sur le protoxyde d'azote. On en parle beaucoup dans les communes. On voit des interdictions, des arrêtés qui sont pris. On l'a eu il n'y a pas très longtemps dans l'agglomération cadetze. Est-ce que c'est quelque chose que si vous êtes élu demain, vous interdisez ? Ce gaz hilarant. Bien sûr, j'essaierai de le faire. Il faut l'interdire. On ne peut pas ne pas répondre autre chose que, bien sûr, on interdit le protoxyde d'azote à Lisieux. Vous ne l'avez pas fait avant ? Ben, on ne l'a pas fait avant parce qu'on n'en est pas encore victime. Non, mais même chose. C'est tellement dangereux. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. D'accord. On va évoquer, si vous voulez bien, un des sujets phares de cette campagne des municipales dans toutes les communes, c'est la santé et l'accès aux soins. Écoutez ces réactions d'habitants de Lisieux cette semaine. Il y a des listes d'attente. Pendant un moment donné, il y avait des médecins qui étaient à la retraite et qui ont repris leur poste. Et puis là, il y a quand même des médecins qui vont partir à la retraite. Nous avons tout à l'hôpital de Lisieux. Ça aussi. Là, c'est du public, il faut que nous conservions notre hôpital. Notre hôpital. Il y a un hôpital, il y a une polyclinique, oui, on peut, mais c'est pas facile de trouver un médecin. On n'arrive pas à trouver cardiologue, médecin, ophtalmo, ça va être dur maintenant, pneumologue. Monsieur Leclerc, quelles sont vos propositions pour justement améliorer l'accès aux soins dès l'Exovien ? On l'a entendu ici, c'est compliqué.
On a créé en 2021 le centre de santé municipal. On a des médecins salariés de la ville. On en a 9 actuellement. Et je propose qu'on en recrute 2 supplémentaires et qu'on les base dans le futur centre commercial unique qui sera construit à Hauteville. Et puis, on a une bonne nouvelle qui nous arrive puisqu'on va vendre du foncier, un bâtiment, à 2 cardiologues et un pneumologue. Donc, on sait qu'à partir de cette année, on aura des spécialistes qui viennent s'installer à Lisieux parce qu'ils trouvent la ville attractive et intéressante. Ok. Oui, Olivier Truffaut, sur la santé, justement, sur le fait de salarier des médecins et la question, on va être un peu précis, du fonctionnement du centre de santé Paul Dubois, qui fait polémique, qui accueille 5000 patients par an. 7000. 5000. La première chose, c'était une nécessité qu'il soit ouvert. Je pense que c'était là aussi une très bonne décision de la ministre. Merci, monsieur Truffaut. Le problème, c'est que on le constate tous, ça ne peut pas suffire. Monsieur Leclerc vient de parler de... Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, j'y viens. Monsieur Leclerc vient de parler de spécialistes qui viendraient s'implanter sur Lisieux. Je pense que c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Notre proposition, c'est de contractualiser avec des étudiants en médecine et ensuite vers des spécialités pour les aider pendant leurs études, pour qu'ils viennent par contrat s'implanter sur Lisieux. Je pense que complémentairement aux salariés du centre de santé, il nous faut des médecins libéraux en centre-ville. Voilà. Ce pôle de santé, Monsieur Mercier, il est en déficit. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui ou est-ce que c'est normal ? Le problème est que ce déficit ne se résorbe pas et qu'il est constant. Donc je propose que nous travaillions en partenariat avec l'agglomération pour mutualiser un certain nombre de choses, de manière à ce que chaque lexovien puisse trouver une solution et que l'accès aux soins soit mis en priorité pour les lexoviens. On parle de 300 000 euros de déficit par an, vous confirmez ? Non, c'est autour de 200 000 euros. Ouais. C'est autour de 200 000 euros par an. Ouais. C'est pas plus cher qu'un autre service que l'on offre aux lexoviens, mais on soigne, je le dis, on soigne 7000 lexoviens tous les ans. Et des gens qui étaient loin d'un médecin généraliste à l'époque. Ouais. Sur ce point-là, encore une fois, le problème, c'est pas le déficit. Ça l'était il y a pas longtemps. L'idée que le pôle de santé soit en déficit, c'est pas le plus important. L'important, c'est que des malades soient soignés. Le souci, effectivement, comme M. Mercier l'a dit, c'est qu'il y a des personnes hors Lisieux qui viennent se faire soigner. C'est déontologique. C'est déontologique, on ne peut pas les refuser. Bien sûr. Ce serait bien de rééquilibrer. Vous êtes présenté sur le canton de Lisieux, Monsieur Truffaut. Il y a des gens de votre canton sur lequel vous êtes présenté qui sont soignés au centre de santé de Lisieux. Donc quand vous représenterez sur ce canton, vous irez leur dire que vous ne voulez pas les soigner. Mais c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'il faudrait rééquilibrer avec l'agglomération. Non, c'est très équilibré. C'est très équilibré. Et on embauche des médecins pour soigner les habitants de l'agglomération. On ne peut pas refuser des patients. Il est question de co-gérer. Il faut travailler avec l'agglomération, vous l'avez dit. Ce que M. Leclerc ne fait pas. Monsieur Mercier, vous travaillez avec l'agglomération, mais si vous travailliez un peu vos dossiers, vous sauriez que la santé à Lisieux, en tout cas les médecins salariés, c'est une compétence de la ville de Lisieux. Ce n'est pas une compétence de l'agglomération de Lisieux. C'est comme le logement. Quand vous annoncez 1000 personnes en attente d'un logement, ce n'est pas 1000 personnes, c'est 2160 familles. Vous vérifiez, travaillez vos dossiers avant de venir sur les plateaux. Monsieur Mercier, des pôles de santé, des centres de santé, il y en a aussi de l'agglomération. Est-ce qu'il y a une concurrence entre la ville et l'agglomération pour attirer des médecins ? À ma connaissance, il n'y a pas de concurrence, c'est des statuts différents, puisque le centre de santé municipal est un médecin salarié, comme ça a été dit, et que les pôles de santé de l'agglomération, à Lisieux en tout cas, sont des pôles libéraux. Donc là, il n'y a pas de concurrence là-dessus, mais il y a besoin de travailler quand même en coordination entre agglo et ville pour... sur l'accès prioritaire pour régler les problèmes de tous les lexoviens qui aujourd'hui ne se font pas encore soigner à Lisieux. Et puis, je voudrais aussi parler de la prévention, parce que c'est un aspect important. On a entendu un des habitants qui parlait de l'hôpital Robert Brisson. C'est un des plus anciens de Normandie. On a souvent parlé d'un établissement vétuste. Il y a une enveloppe de 68 millions d'euros qui a été débloquée par l'ARS. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir une coquille vide, pardonnez-moi, à un moment, de ne pas pouvoir accueillir des spécialistes pour soigner ses habitants ? Non, je pense qu'il n'y a pas de risque. Que pouvez-vous faire ? Les travaux, justement, avec la région et l'ARS, il y a des dizaines de millions d'euros de travaux, et ces travaux vont commencer
dès cette fin 2026 ou début 2027 sur cet hôpital de Lisieux, ce qui va renforcer son attractivité parce que les professionnels y trouveront des équipements de qualité. C'est ce qui manquait à l'époque. Et on voit bien qu'on est beaucoup en meilleure santé ici à Lisieux que l'hôpital de Cricbeuf notamment. On n'a pas ces crises ici à l'hôpital de Lisieux. Et pourtant, les soignants de Lisieux le disent, ils sont à l'os, les urgences sont parfois fermées. Est-ce que ça va suffire tout ça pour attirer ? Elles sont de moins en moins fermées. Ce qui est dur, c'est que Cricbeuf est fermé et que tout se reporte sur Lisieux. Et ça, l'ARS évite peut-être de le dire, mais Lisieux assure sur tout le Pays d'Auge. Olivier Truffaut, sur la question de l'hôpital et alors, on revient à l'attractivité de la ville, encore une fois. On a des postes qui sont à pourvoir, on a des possibilités de développement de cette ville, et pourtant on ne le fait pas. Les médecins ne viennent pas forcément naturellement à Lisieux. Demain, il y a des craintes pour l'hôpital, et que pourrez-vous faire ? Encore une fois, réduire la question de l'attractivité de la ville, comme vous venez de le dire, à la question de l'hôpital me semble un peu une approche réductrice. Ce qui est clair, c'est que l'hôpital est en difficulté. Des services ont été fermés dans les années passées. Donc il faut être éminemment vigilant. Ça, j'en suis persuadé. Mais encore une fois, je voudrais revenir sur la question de l'attractivité dont vous parliez tout de suite. C'est important parce que... Oui, c'est important parce que... On perd des habitants et l'image de Lisieux... Oui, mais surtout, vous avez parlé tout à l'heure du taux de chômage, d'accord, qui est un taux faible, à 6%. Je vous rappelle quand même que le taux de pauvreté à Lisieux est autour de 24-25%. Et il faut mettre ces deux chiffres en relation. On a la moitié des habitants qui ne payent pas d'impôts, c'est ça ? Voilà, mais plus surtout même. 25% en dessous du seuil de pauvreté. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie Qu'est-ce que vous faites pour eux ? Ça signifie certainement qu'il y a des travailleurs pauvres. Mais il y a surtout des personnes sur Lisieux qui sont très très éloignées du monde du travail. Et je pense que c'est surtout vers eux qu'il faut se tourner. Et se tourner, bien évidemment, en essayant de leur permettre de bénéficier de leurs droits et d'une aide sociale dont ils ont droit. Et Monsieur Mercier, quelles sont vos propositions pour accompagner les habitants les plus précaires, justement ? Alors, un CCAS efficace, visible et crédible, avec des contacts réguliers avec les populations qui sont connues quand même. Et donc, pour pouvoir aller régler les problèmes de chaque famille. Et donc, c'est ce qui se fait, bien sûr, dans le cadre d'une rénovation urbaine sur le quartier rénové, mais il faut le faire dans le reste de la ville. On arrive pratiquement à la fin de ce débat. Vous allez me dire c'est trop court. On aurait pu parler de Lisieux pendant des heures. Je n'en doute pas. Avant de vous demander quel genre d'élu vous serez, quel maire demain vous souhaitez être auprès des habitants, c'est quoi votre priorité pour demain ? Le logement. Le logement et réussir le multiplex que les Lexoviens attendent depuis 26 ans. Puisque mon prédécesseur ne s'en était pas occupé. 26 ans d'attente, on a eu le Covid, on a perdu 2 ou 3 ans. Donc le multiplex à réussir absolument. Monsieur Truffaut ? Je pense qu'on va être tous les trois d'accord, c'est le logement. Et le quartier d'Hauteville, qui est un quartier totalement sinistré. Ils vont être contents, les habitants. Je pense qu'il y a... Les bailleurs sociaux aussi. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Leclerc. Mais encore une fois, je ne suis pas là. Vous auriez su qu'on pouvait s'interrompre. Je ne suis pas là pour rentrer dans un combat de boxe. Je sais très bien que ça vous intéresse par ailleurs, mais ce n'est pas mon cas. Votre priorité, en un mot ? Donc ma priorité, c'est le quartier d'Hauteville, et surtout, d'être à l'écoute de ses habitants. Paul Mercier, même question. Vous ferez quoi demain, si vous êtes élu à Lisieux ? Hauteville, oui, évidemment, et la reconquête des logements vacants en centre-ville, pour ramener de la vie dans le centre-ville. Un centre-ville qui vit, c'est un centre-ville habité. On arrive à la fin de cette émission. On a fait un tirage au sort pour savoir qui allait conclure. Et quel maire serez-vous ? Paul Mercier, justement, c'est vous qui avez été Je serai un maire qui écoute et qui décide, avec méthode, avec rigueur et exemplarité. Je mettrai en place des dispositions pour que les habitants se sentent tous écoutés et qu'ils comprennent où va la ville. Sébastien Leclerc, même question, vous n'avez même pas fait vos 30 secondes, vous voyez. Moi, je serai un maire qui mettra en place un transport pour les personnes âgées qui sont socialement isolées, pour les emmener aux 4 coins de la ville. Et ça, ce sera mis en place par le CCAS, Monsieur Mercier. Je serai un maire qui n'augmentera pas les impôts, parce que je m'y suis engagé il y a 6 ans, et je m'y engage sur les 6 prochaines années. Je serai un maire engagé, disponible, inventif, dynamique, et qui
qui souhaitent que les Lexoviens soient fiers de leur ville. Monsieur Truffaut, à vous. Alors moi, je serai un maire à l'écoute de mes concitoyens, comme je suis à l'écoute de mes colistiers. Un maire proche des habitants, un maire du dialogue et surtout d'une démocratie apaisée. Je pense que ça fait trop d'années que Lisieux souffre de conflits permanents. On parlait de l'agglomération tout à l'heure, je reviens sur ce point. Encore une fois, je pense que travailler avec l'agglomération est une absolue nécessité. Voilà pour ce premier débat consacré à la ville de Lisieux, mais on va s'intéresser dans un instant à une autre commune de la région, à savoir Cherbourg. Rendez-vous le 15 mars pour le verdict des urnes. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur France 3, ici Normandie, en collaboration avec le journal Ouest France. Au revoir, messieurs. On va accueillir les trois candidats maintenant de la ville de Cherbourg. Merci Lucas. Merci Franck. Compte rendu dans les pages de Ouest France demain et même dès ce soir sur les sites internet de nos médias respectifs et sur les réseaux sociaux. Voilà, on a maintenant bien trois nouveaux candidats qui nous ont rejoints. À l'heure actuelle, ils sont trois, ils étaient quatre il y a encore quelques jours, on va en parler. Je les présente. Face à vous, bien Benoît Arrivé d'abord. Vous êtes le maire socialiste sortant, à la tête d'une liste d'union de la gauche, sans LFI, on va en parler. Face à vous, Camille Marguerite, candidate de la droite et du centre, bonsoir. Et Quentin Brigel, bonsoir, pour la France Insoumise. À mes côtés m'a rejoint Olivier Clerc, de la rédaction de Ouest France Cherbourg en Cotentin. Bonsoir Olivier, une situation particulière, je le disais, parce qu'on aurait pu être quatre ce soir. Bonsoir Franck, oui, on aurait pu être quatre avec Jean-Marie Lejeune, un candidat qui était plutôt d'hiver droite et dont la liste a été invalidée lundi par la préfecture de la Manche, qui a considéré qu'il y avait des irrégularités sur cette liste concernant un certain nombre de colistiers. Donc cette liste a été retoquée, Jean-Marie Lejeune a porté l'affaire devant les tribunaux, le référé doit être rendu demain à 15h. Donc on suivra ça de près. On a beaucoup parlé effectivement sur nos antennes. Alors qui sera le ou la future maire de Cherbourg? Est-ce qu'il y aura alternance ou pas? On verra ça le 15 mars ou le 22 mars. Quelles sont vos priorités? On va vous entendre, mais tout comprendre sur les enjeux de la ville en 1 minute avec Kanwa Jinsing. Cherbourg en Cotentin, poumon industriel de la Manche. La commune est la plus peuplée du département avec 78 260 habitants. Le maire sortant est Benoît Arrivé. Il a été élu lors d'une quadrangulaire avec 46% des suffrages lors du second tour des municipales en 2020 sous l'étiquette PS. Côté emploi, Cherbourg est porté par l'industrie et le nucléaire grâce à son port stratégique. Le principal employeur est le géant de la construction navale, Naval Group, avec plus de 5000 salariés. Le bassin d'emploi cherbourgeois repose aussi sur EDF à Flamanville ou encore Orano à La Hague. Le taux de chômage est de 5,4% avec un quasi-plein emploi. Environ 3000 postes sont à pourvoir sur le territoire. Côté finances, la ville affiche des comptes plutôt maîtrisés. 140 millions d'euros de budget de fonctionnement en 2025. Les investissements sont de 38 millions d'euros, la dette de 47 millions d'euros. Les principaux enjeux sur ce territoire, la mobilité, le logement et l'attractivité professionnelle. La ville doit aussi se préparer à l'immense projet d'Orano, Aval du futur, avec à la clé la création de milliers d'emplois. Voilà, effectivement, des milliers d'emplois à pourvoir dans le Nord Cotentin et sur Cherbourg. On parle de 2-3 000 emplois rien que sur cette ville. Benoît Arrivé, vous êtes à la tête de Cherbourg en Cotentin depuis 10 ans. Vous briguez un 3e mandat. Est-ce que vous êtes fier de votre bilan, de ce que vous avez fait de cette ville ? Bonsoir, tout d'abord, merci de l'invitation. Oui, avec l'équipe, nous sommes fiers de ce qui a été fait depuis 2016. J'étais venu vous rencontrer pour vous parler de la création de la commune nouvelle à l'époque. Et aujourd'hui, puisqu'il faut en parler, l'image de la ville a changé, elle a bien changé. Et je crois qu'on peut toutes et tous s'en réjouir. C'est aujourd'hui une ville dynamique, festive, vivante. Puis ça a été dit aussi dans le reportage, c'est une ville qui a retrouvé une véritable vitalité économique, puisque nous sommes aujourd'hui quasiment au plein emploi. Ça n'a pas toujours été le cas. Et puis c'est aussi une ville en tête des classements nationaux, et vos confrères en parlent régulièrement. Le dernier classement nous a positionnés à la 6e place sur les 500 villes en France. En réalité, le classement est même un peu supérieur, puisque nous sommes 2e de notre strate de population. Donc les choses avancent, et ce que l'on souhaite avec mon équipe, c'est continuer à moderniser cette ville au service des habitantes et des habitants.
Dans ce bilan, il y a une transformation importante. Benoît Rivet, est-ce que vous, Camille Marguerite, vous êtes d'accord avec ce bilan? Vous vous montrez très critique. C'est naturel quand on est une opposante. Vous êtes aussi membre du conseil municipal actuellement. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas dans le bilan actuel du mandat qui est en train de se terminer? Nous, ça fait quelques années que nous sommes aussi sur le terrain et ce que nous rapporte la population de Cherbourg-en-Cotentin, c'est pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, il y a les classements, mais moi j'ai un petit peu étudié le classement et le classement, il prend en compte la proximité d'un aéroport, la proximité d'un port, la proximité d'une gare. Donc effectivement, au niveau des coefficients et de la note, ça joue beaucoup. Mais ce n'est pas ce que ressentent les habitants de Cherbourg-en-Cotentin. Cherbourg-en-Cotentin, les habitants, notamment des communes déléguées, ils se sentent un peu délaissés par rapport à la commune nouvelle. Et donc, ils trouvent que leurs communes sont mal entretenues, plutôt sales, que les équipements sportifs ne sont pas du tout entretenus. Et ça manque d'attractivité et ça les empêche de se projeter dans quelque chose d'attractif. Donc voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment travailler aussi sur ces sujets-là. Ils ont aussi le sentiment que cette ville est enclavée et ça, pour l'attractivité, c'est dommageable. Alors, on va l'évoquer. Quentin Brigel, sur l'image de la ville, pensez justement que elle s'est ternie. Camille Marguerite parlait de propreté, d'environnement, de cadre de vie. Est-ce que ça s'est dégradé ? Alors, je n'irai pas dans la caricature du fait que cette ville a connu énormément de travaux, de renouvellement urbain, sur les mobilités, sur tout un tas de choses, donc évidemment, qui, durant ce mandat, ont pu ternir à l'image. Mais ça ne veut pas forcément dire... Mais on vit bien à Cherbourg ? Eh ben, aujourd'hui, moi, juste par rapport à la description à laquelle je viens d'entendre, j'ai pas l'impression de vivre dans la même ville. Moi, j'ai l'impression d'être plutôt tranquille. On dit, de toute façon, on est à Cherbourg. C'est d'ailleurs beaucoup de classements. Chacun met son classement à son niveau, mais beaucoup de classements classent relativement Cherbourg dans des positions plutôt agréables. Benoît Rivet, on entend néanmoins beaucoup parler de la propreté de la ville. Ça a été évoqué, on a glissé dessus assez rapidement. C'est vrai que c'est une ville dont on a l'impression qu'elle pourrait être plus propre, mieux entretenue. On observe tout simplement déjà, si on cherche une poubelle sur l'espace public, c'est de plus en plus compliqué à trouver. Alors je reviens 30 secondes sur les classements, puisque... Non, on va pas faire les classements. Mais les classements, soit ils sont bons, ou ils sont pas bons. Mais j'entends Madame Marguerite, quand il classe en haut de la liste des villes de droite, tout va bien. Et à Cherbourg-en-Cotentin, ça ne s'applique pas. Donc un classement, c'est un classement. Je suis très fier que notre ville soit reconnue aujourd'hui à son juste niveau. Pour vous répondre, Olivier, sur la question de la propreté, il y a toujours effectivement un certain nombre d'organisations nouvelles à mettre en place. On peut continuer à s'améliorer. Il y a aussi le rôle des habitants, puisque je le dis souvent, la propreté, c'est l'affaire de toutes et de tous. Les rues ne se salissent pas toutes seules. Il y a l'aspect nettoiement qui est géré par la ville. On a aussi la gestion des déchets ménagers qui est le sujet de l'agglomération. Et là aussi, on devra reposer des choses sur la table. Ça s'est dégradé sur cette question de collecte des déchets ménagers. Et on devra repositionner, reposer les choses avec l'agglomération, travailler ensemble pour que ça s'améliore et aussi sensibiliser les habitants, je le crois, à peut-être de meilleurs gestes. Et puis renforcer nos équipes. Je propose aussi un renfort de nos équipes du nettoiement. D'accord. Donc on suivra ça. Donc on prend que c'est en réflexion et qu'on étudiera au niveau de l'agglomération ce qu'on fera demain. Cherbourg-en-Cotentin est une ville, effectivement, où il y a énormément d'emplois à pourvoir. On parle de 2-3 000, rien que sur la ville, mais 6 000 dans le Nord-Cotentin. Un peu plus, même. Sur l'ensemble du Nord-Cotentin. Sur l'ensemble de l'agglomération, un petit peu plus. On parle de... milliers d'emplois qui pourraient être créés à l'horizon de 2034. On a parlé d'Aval du Futur, Orano. On sait qu'il y aura le grand carénage dès la fin de l'année de la centrale de Flamanville. Comment fait-on pour accueillir tout le monde, loger tout le monde ? Quelle solution vous proposez ? Quentin Brigel. Alors déjà, je préférerais parler de ceux qui sont déjà là et pas ceux qui sont... parce que bon, l'Aval du Futur... Je me cantonne à l'appeler l'aval du conditionnel pour l'instant, pour tout un tas de raisons que j'aurai pas le temps d'expliquer maintenant. Mais on a déjà connu le PR auparavant, avec des milliers d'emplois qui devaient arriver, enfin exactement la même dialectique. Et pour autant, on se retrouve dans le même résultat. Le constat, c'est
On a recruté pendant des décennies des salariés. Niveau économique, Cherbourg, il n'y a pas à se plaindre, ça a été rappelé. Maintenant, on se rend compte qu'il faut recruter des habitants. Et des habitants, c'est pas que des salariés non plus, d'ailleurs, au passage. Et comment on fait ça ? Le logement, évidemment, il faut les accueillir. Et il faut les accueillir, il faut accueillir tout un panel de population, donc qui va des plus précaires ou même aux classes moyennes, comme on dit. Et au CSP+, parce que ce sont typiquement aussi des emplois, par exemple avec Naval Group, qui vont concerner beaucoup de CSP+. Mais là, on se focalise sur l'emploi industriel, mais je suis bien placé pour en parler. On a une énorme crise à Cherbourg. Vous parlez des emplois non pourvus. Ces emplois-là, ils sont dans le petit artisanat non délocalisable. Et le commerce. Beaucoup de petits commerces ferment, beaucoup d'artisans. Et chacun qui m'écoute ce soir, qui a souhaité faire un devis quelconque, comprend que maintenant, c'est des délais pas possibles et on se retrouve avec des artisans en crise parce qu'ils n'ont pas de personnel. Tout le monde est d'accord. Il y a des milliers d'emplois à pourvoir dès maintenant et peut-être encore plus demain avec ces projets qu'on a cités. On estime, j'ai vu ces chiffres, qu'il faudra plus de 20 000 logements supplémentaires dans les 10 ans à venir pour héberger tout le monde, tous ces travailleurs qui vont affluer à l'échelle du Cotentin. À l'échelle du Cotentin. Un peu moins, mais... Et donc, une grande partie sur Cherbourg. Camille, Marguerite, comment on fait ? On passe des contrats avec les promoteurs privés avec Oui, il faut une mixité de logements. Donc, déjà, je voudrais parler d'existants. Donc, il y a tous les logements du parc HLM qui doivent être rénovés. On doit améliorer leurs conditions thermiques, comme je pense aux balcons aux Églantines, je pense à l'isolation thermique sur l'ensemble du parc HLM du centre-ville. Le logement social à Cherbourg, ça représente entre 36 et 40% du logement. Donc, l'objectif est atteint. Le logement HLM, il est malheureusement sur le papier accessible à tous, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Parce que pour un logement libéré, il y a 3 candidatures. Et si vous êtes élu, qu'est-ce qui change ? Nous, on travaillera beaucoup plus avec le privé, on lèvera les contraintes. Ouais. Là, il y a beaucoup trop d'investisseurs qui sont partis à cause des contraintes. Là, j'ai identifié 9 hectares sur Cherbourg en Cotentin. Donc, ça fait 1080 logements qui auraient pu être faits. Il y a eu des projets qui ont été abandonnés parce que trop de contraintes de la municipalité. Je vais vous répondre, Madame Marguerite. La location privée, c'est 17%. La moyenne nationale, c'est 32%. Donc c'est 2 fois moins. Sur le logement, d'abord, le logement social, c'est pas un gros mot, Madame Marguerite. Non, c'est pas un gros mot. Le privé, c'est pas un gros mot puisque tout Cherbourg en Cotentin. Moi, j'en viens. Je vous ai laissé vous exprimer. Oui, le logement social, c'est pas. Depuis le début de cette campagne, donc à un moment donné, ça suffit. Moi, j'en viens, comme la plupart de celles et ceux qui nous écoutent ce soir, et 70% des Françaises et des Français peuvent y prétendre. Nous, ce que l'on veut, c'est une ville pour toutes et tous, et donc on veut du logement pour tout à chacun. Et donc pour cela, il faut du logement social, du logement privé. C'est ce que nous avons fait durant ce mandat. On a livré plus de 800 logements, 2500 sont en préparation. Logement privé et logement public. Mais puisque vous êtes vice-présidente de l'agglomération, vous devriez aussi rappeler à nos auditeurs que la compétence logement, elle est à l'agglomération et qu'on s'est battu avec un certain nombre de mes colistiers, je pense notamment à Ralph Le Jamtel, pour faire bouger l'agglomération dont c'est sa compétence et qu'elle vienne enfin tenir son rang et son rôle et nous aider à faire du logement pour toutes et tous. C'est pas le sujet. Et juste un dernier mot. Et oui, je vous confirme, Madame Marguerite. Et oui, je vous confirme que nous avons refusé certaines opérations, très peu d'opérations que nous avons refusées. Allez, on va avancer. Parce que les propositions des investisseurs n'étaient pas dignes pour les locataires. Ce chiffre est complètement faux. Madame Marguerite, ce chiffre, on va pas discuter. Mais ce chiffre est complètement faux. On va pas faire le calcul à l'unité des logements qui doivent être construits. Et moi, je veux du logement pour toutes et tous. Et puis, les intérêts des investisseurs, ce n'est pas ma priorité à ce stade, Madame. On va écouter Quentin Brigel, justement. Par contre, on a quand même beaucoup d'investisseurs privés qui viennent. Non, les investisseurs privés qui méprisent les locataires ne sont pas nos... Alors, on ne va pas faire toute l'émission sur le logement parce qu'on ne va pas pouvoir évoquer d'autres thèmes comme la santé. Mais je précise quand même simplement que des grands groupes privés arrivent à Cherbourg en Cotentin. Ils ne venaient pas et ils viennent aujourd'hui parce que la ville les attire, parce qu'elle est en dynamique. Il y en a beaucoup qui sont Quentin Brigel, sur cette question du logement et du prix, parce qu'on a constaté que les loyers étaient en pleine augmentation. On est à plus 17% par rapport au loyer moyen sur l'ensemble du département.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que demain, on pourra encore se loger à moindre coût sur Cherbourg? Je vous ai dit, on prépare 2500 logements. Je vous rassure. Quant à Brigel, on ne va pas vous demander d'être l'arbitre des élégances en la matière, mais effectivement, quelle est votre position? On a deux doctrines qui s'affrontent. On a deux doctrines qui s'affrontent, mais effectivement, la mienne va rejoindre plus, et même peut-être encore plus loin, celle du logement social, voire même très social. Bon, là, on en a parlé, il y a la ville, il y a l'agglomération. La ville, quoi qu'on en dise, elle fait quand même beaucoup sa part sur le social. Mais l'agglomération, alors moi, je suis aussi pour... je désespère de perdre toutes les compétences et qu'elles se Mais demain, j'arrive à Cherbourg, je suis un jeune de 25-30 ans qui cherche du travail, qui a décidé vraiment de s'installer dans la ville. C'est là que ça pêche. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous lui dites, venez, il n'y a pas de problème, on va vous trouver des logements à moindre prix? Il faut déjà les construire. Voilà. Et en plus, le logement social... Aujourd'hui, il y a encore une offre de logement. C'est souvent péjorativement dit pour des personnes précaires ou quoi que ce soit, mais c'est pas vrai. Le CNL le rappelait encore ce matin, 70% des Français sont éligibles au logement social. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, moi, la réalité, Madame Marguerite, c'est qu'il faut du logement. Vous n'avez jamais mis l'épée dans une commission d'attribution, et moi je peux vous garantir que pour un logement vacant, c'est 3 candidatures, et que le jeune travailleur et les amoureux qui veulent se mettre en ménage ne sont jamais prioritaires. Laissez terminer. Terminez, Camille Marguerite. Oui, alors je disais, la réalité du logement social, c'est que sur le papier, oui, la promesse, elle est jolie. Maintenant, dans la réalité, moi, ça fait 6 ans que je suis dans une commission d'attribution des logements. Sur un logement libéré, il y a 3 candidatures. Il y a toujours des situations urgentes, socialement compliquées, etc. Et évidemment, on est des humains dans cette commission d'attribution. Et donc, forcément, le jeune travailleur ou le jeune couple qui veut s'installer ne sera jamais prioritaire. Et c'est aussi à eux qu'on s'adresse quand on veut faire appel à du privé. C'est pour que ça soit. Alors, on verra. Et encore une fois, du logement pour toutes et tous. Et je tiens aussi à rappeler les nouveaux dispositifs que l'on a mis en place, comme les baux réels solidaires, qui vont permettre à tout à chacun de se loger. Notre projet, c'est bien du logement social de qualité, du logement privé de qualité et une ville pour toutes et tous et non pas pour quelques-uns. Alors travailler, on l'a dit, à Cherbourg, en Cotentin, se loger, mais aussi se soigner. On a beaucoup de mal à trouver un médecin aujourd'hui. On voit des Cherbourgeois qui sont, pour trouver un dentiste, obligés de faire plusieurs kilomètres, traverser le département, aller jusqu'à Rennes, jusqu'à Caen. Pour les ophtalmos, c'est la même chose. Que leur dites-vous, Quentin Brigel? On soigne comment demain à Cherbourg c'est compliqué avec vous comme maire? Bon, alors je préfère l'hôpital, la santé dépend pas exclusivement du maire, ou en tout cas du représentant des élus. Donc je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Ça dépend de l'État, effectivement, Benoît Rivet. Mais on a agi à Cherbourg. On va pouvoir en parler. On en parle même maintenant. Effectivement, le centre pluridisciplinaire Bresse-Croizat était une bonne chose, qui a connu des hauts, qui a connu des bas. Encore une fois, j'en reviens, je ne peux pas Précisons que le centre Bresse-Croizat, c'était un centre médical municipal avec des médecins salariés qui a basculé cette année dans la compétence de l'agglomération. C'est ce que j'allais dire, c'est que, encore une fois, je déplore que cette compétence soit encore plus éloignée du citoyen. Mais l'objectif, c'est qu'il se développe partout dans le Cotentin. Néanmoins, là où je ne sais pas forcément comment faire rester un médecin salarié pour X raisons, je sais comment indirectement on pourrait aussi réduire la pression sur la santé en évitant d'être malade déjà. Et pour tout un tas de raisons. Alors, je ne sais pas si vous allez me laisser les égrener, mais... Non, on ne va pas avoir forcément le temps. Surtout qu'on me signale, vous savez, on n'a pas les compteurs qui s'affichent à l'écran, et ça tourne pendant que vous parlez. Oui. Et on va essayer d'être à peu près équitable jusqu'à la fin de ce débat. Camille Marguerite, vous êtes un peu en retard justement sur la question de la santé. Que peut faire un maire si vous êtes élu demain à la tête de Cherbourg en Cotentin? Vous faites quoi? Alors déjà, on est président du conseil de surveillance de l'hôpital, donc on peut aussi agir sur la prévention publique. La prévention de la santé publique, pardon. Donc, on peut aussi impulser des politiques, notamment sur le sport et la santé, parce que la prévention, c'est quand même très important pour prévenir les maladies plus tard. Et puis, il y a quand même un sujet sur lequel on peut travailler, c'est évidemment soutenir les politiques de la région, les fauteuils dentaires, le médicobus à l'agglomération. Mais il y a aussi, on peut aussi être moteur et prendre le taureau par les cornes et aller chercher des financements. Moi, je pensais qu'on pouvait aussi aller chercher des financements pour un robot chirurgical. Ça coûte 1,5 million. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui attire les jeunes médecins.
Et les jeunes médecins, il n'y a pas que de leur faire un centre de santé, etc. Oui. C'est tout le cadre de vie qui doit tenir. Donc le cadre de vie, c'est la garde d'enfants, le périscolaire, le logement et l'attractivité de la ville. Et c'est ça qui fait venir les médecins. Et est-ce que demain, si vous êtes élu à la tête de cette commune, vous poursuivez ce qu'a entamé Benoît Rivet sur ces médecins salariés ? Oui, mais il faut prendre toutes les méthodes en fait. Bien, à partir du moment où les soins sont engagés et que les gens peuvent se soigner, il faut prendre tous les secteurs possibles. Moi, j'ai pas de dogme là-dessus. Je suis pas quelqu'un de dogmatique. Ce qu'il faut, c'est que je suis infirmière de formation. Ce qu'il faut, c'est que les gens se soignent, que les gamins aient un pédiatre, que les femmes aient un gynécologue et qu'on ait des chirurgiens. À côté de ça, on a un hôpital qui certes a un déficit important, plus de 20 millions d'euros, mais qui néanmoins attire des médecins. On a vu cette rentrée encore. De nouveau des médecins. Énormément de jeunes d'étudiants en médecine qui viennent travailler, qui viennent se former à Cherbourg. Je pense que les urgences de Cherbourg se portent mieux que celles du CHU de Caen, par exemple. Quentin Brigel, qu'est-ce que vous leur proposeriez à ces étudiants en médecine et plus généralement à des jeunes médecins pour les attirer à Cherbourg ? Alors là, ça va être évident, mais on peut se satisfaire du constat que vous venez de poser. Néanmoins, je ne sais pas s'il y avait un petit publi-reportage qui était prévu sur les habitants de Cherbourg. On sait aussi que les urgences, M. Macron est venu sur place féliciter le dispositif du 15 à 15 heures et que quand on a la moindre problématique aux urgences, on y passe au moins la journée, voire la nuit. Ça, on ne peut pas s'en satisfaire. Il n'y a pas de problème d'urgence à Cherbourg, il n'y en a plus. On a beaucoup travaillé les uns avec les autres. Nous avons réussi à recruter, puisque nous sommes passés de 5 urgentistes à aujourd'hui quasiment une vingtaine de personnes. Je voudrais simplement vous dire sur la santé qu'il reste encore beaucoup à faire, mais que nous avons collectivement, parce que j'associe l'ensemble des acteurs, c'est vraiment une réussite collective, durant ce mandat, nous avons réussi à sauver les urgences, et je vous remercie de le reconnaître. Il y a aussi l'arrivée de la coronarographie qui sauve des centaines de gens, qui a sauvé des milliers de personnes concrètement. Grâce aux parlementaires et aux médecins, monsieur le maire. Le plateau de rythmologie, j'y ai pris largement ma part président du conseil de surveillance. Le président. Le plateau de rythmologie. Mais c'est surtout les parlementaires qui sont allés porter le projet. Je vous ai pas interrompu, aussi madame. Plusieurs fois pour me caricaturer. Est-ce que je peux continuer, madame Marguerite ? Je vous en prie. Le plateau de rythmologie dont je vous ai parlé, et puis les nouveaux équipements de radiothérapie qui permettent aux habitants du Cotentin de soigner à Cherbourg sans forcément venir à Caen, ce qui évite de la fatigue. Donc les choses avancent, il faut poursuivre. On a fait un certain nombre de propositions et on va continuer avec l'ensemble de la communauté pour apporter des réponses. Le vrai enjeu pour demain sur cette question de santé, c'est la santé mentale. On va continuer à évoquer. Il va falloir s'occuper sérieusement en lien avec l'État. De cette campagne et des propositions. Une des thématiques qui a animé cette campagne, on l'a vu à travers nos journaux, c'est la sécurité. Si Cherbourg a l'image plutôt d'une ville sûre, le magazine Valeurs Actuelles, avec une source du ministère de l'Intérieur d'ailleurs, l'avait même 2025, de l'été dernier, avait classé cette ville en 4e position des villes les plus sûres de France dans la catégorie des villes de plus de 50 000 habitants. Qu'en pensent les Cherbourgeois ? La réponse est plus nuancée que les résultats. Écoutez. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici à Cherbourg ? Plus que dans d'autres villes, mais j'irai pas me promener non plus toute seule le soir, quoi. Parce que des fois, il y a quand même des gens un peu craignos ici, puis moi, en tant que femme, ça craint un peu quand même. On discute beaucoup de sécurité, effectivement, et sur l'ambiance générale, mais bon, on est pas mal ici à Cherbourg. Je pense qu'un sondage l'a confirmé, on est une des villes les plus apaisées. Il y a déjà des caméras, moi, ça me plaît pas forcément, par exemple. Malgré que j'ai rien à me reprocher, j'ai pas envie qu'on commence à être dans The Big Brother partout à Cherbourg. C'est bien, mais je suis pas sûre que c'est ça qui va faire qu'il n'y ait pas de problème ou moins de problèmes. La caméra de vidéoprotection, policiers municipaux, ça fait partie des solutions qui sont avancées. Camille Marguerite, vous avez fait de la campagne, la sécurité, une de vos priorités. Oui. Pourquoi ? Parce que, on le rappelle, Cherbourg est plutôt une ville sûre. Oui, mais c'est parce que les gens ressentent. Et puis, il y a une explication, c'est que les policiers ne sont pas en effectif suffisant, donc il y a plein d'interventions qu'ils ne font pas. Donc, ces interventions-là ne rentrent pas dans les chiffres. Et donc, tout ça, voilà, on peut chiffrer, mais il y a quand même beaucoup d'interventions qui ne se font pas, puisqu'ils sont en manque d'effectifs. Les policiers nationaux, ils sont que 160. Je rappelle qu'une ville comme Cherbourg-en-Cotentin, c'est 80 000 habitants, pardon.
et qu'il devrait y avoir 80 policiers municipaux. Aujourd'hui, ils sont 22. Donc moi, je propose de les passer à 40. Donc on est loin du cliché tout sécuritaire dont certains veulent essayer de me faire rentrer. Ouais. Par contre, nous, ce qu'on voudrait faire avec cette police municipale, c'est qu'elle soit sur le terrain 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça va être compliqué à 40. Et qu'elle puisse intervenir et venir en soutien des missions de la police nationale. En la formant aux violences intrafamiliales notamment, puisque ça pourrait permettre à la police nationale de se concentrer sur ses missions régaliennes. Bien sûr, le réseau de vidéoprotection serait étendu, appuyé d'un centre de supervision urbain. Ouais. Est-ce que néanmoins, Madame Marguerite, c'est vraiment nécessaire d'importer comme ça des problématiques nationales? J'entendais tout à l'heure au sujet du débat de Lisieux, on avait comparé il y a quelques années Lisieux, enfin on a dit Lisieux n'est pas Chicago, Cherbourg n'est pas non plus Grenoble ou Marseille. Est-ce que importer une notion nationale comme ça, une problématique nationale de sécurité dans une ville néanmoins classée 4e, sur des chiffres du ministère de l'Intérieur de Bruno Retailleau que vous invitez à votre meeting de lancement de campagne, est-ce qu'on est vraiment dans le timing et dans la géolocalisation nécessaire pour ça? Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des grands projets industriels qui arrivent sur le territoire avec des dizaines de milliers de travailleurs qui vont arriver. Et quand il y a beaucoup de travailleurs comme ça qui arrivent d'autres régions, de toute situation en France, eh ben, ils ne viennent pas que pour le travail. Donc ça s'anticipe. On devrait déjà avoir 80 policiers municipaux. Vous imaginez dans quelques années, quand il y aura un nombre d'habitants. Alors je travaille dans la gestion de planning tous les jours, monsieur Arrivé, je peux vous assurer que quand on veut, on peut trouver des solutions. Il y a un budget municipal à tenir. Ce n'est pas une entreprise, une mairie, et donc vous nous expliquerez comment vous trouvez cet argent et sur quel service public. On aura l'occasion dans les jours à venir d'en reparler. Tout à fait. Mais en tout cas, ce que je propose est financé, réalisable, et c'est ce qu'attendent les gens, notamment pour les incivilités avec les nouveaux modes de transport. Est-ce qu'on va surveiller justement les habitants avec des caméras de vidéoprotection? Est-ce que c'est le but, ça? Non, l'intérêt, c'est d'aider dans les enquêtes policières aussi et de pouvoir intervenir dès qu'il y a un attroupement, un regroupement un petit peu suspect, et pour les aider dans les enquêtes. Parce que là, jusqu'à présent, on est obligé de faire des réquisitions pour obtenir les bandes d'enregistrement quand il y a un problème. C'est un gain de temps pour tout le monde, pour les policiers, pour les victimes. Alors, ce sont deux projets qui s'opposent littéralement. Non, ce n'est pas des projets qui s'opposent. Il y a d'un côté... Est-ce que la sécurité fait partie de vos priorités? Bien entendu. La sécurité, c'est un sujet essentiel du quotidien. Une dizaine de policiers. C'est prioritaire pour vous depuis le mois de janvier. Non, Madame Marguerite. Madame Marguerite. Il est apparu dans votre projet par miracle au mois de janvier. Si je peux réussir à finir une phrase. Oui, allez-y, je vous en prie. Et si je peux mettre un peu de vérité, la vérité, c'est pas celle de Monsieur Retailleau qui fait le tour de France et qui importe à des fins électoralistes un certain nombre de sujets à Cherbourg, en Cotentin. Mais non. Mais si. Quand je suis devenu maire, messieurs, il y avait 8 policiers municipaux, il y en a 22 aujourd'hui, et on va continuer, puisque je fais une proposition d'aller à 30. On va continuer la vidéoprotection, mais on va le faire de façon raisonnée et raisonnable, et sans stigmatiser, sans agiter les peurs. C'est ça, être aujourd'hui un maire et avoir un projet cohérent. Vous savez, quand vous allez faire vos courses, il y a des caméras, c'est faire les choses avec sérénité, Madame Marguerite. Notre ville, la réalité est là, il faut faire des choses, et nous les avons faites, mais nous continuerons à les faire, mais encore une fois, de façon raisonnée et raisonnable. 80 policiers municipaux que vous avez annoncés. Il y a un autre sujet, c'est le financement. 40. Oui, 40 d'abord, et après vous avez parlé de 80 à plusieurs reprises. Oui, moi, je pense que 30 policiers municipaux, ça semble cohérent. C'est comme les logements, on est dans des batailles de chiffres. C'est 100 par-ci, 2500 par-là. Je comprends le sentiment que peuvent avoir certains habitants. C'est donc pour cela que j'ai agi. 8 policiers municipaux quand je deviens maire, 22 aujourd'hui. 30 demain. Donc nous agissons, mais encore une fois avec calme, méthode, en lien avec la police nationale. Mais je rappelle quand même que sur cette question-là, comme sur la santé tout à l'heure, il faut que l'État assume ses fonctions et assume ses missions. Ça ne peut pas toujours être de la faute des autres. C'est pas la faute mais la sécurité... à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Mais Madame Marguerite, la sécurité... On vous a entendu, Camille Marguerite. Il faut être précis, Madame Marguerite. Mais à un moment donné, quand on est en place, on doit prendre le taureau par les cornes et agir. Madame Marguerite, la sécurité, c'est une fonction régalienne de l'État. Oui, mais la police municipale, elle est municipale, et vous pouvez venir renforcer le service public de vos habitants par la police municipale, et ils en sont en demande. Vous avez dit... Alors, on vous a entendu, je pense, Camille Marguerite. Vous avez dit tout à l'heure que la police nationale manquait de moyens. C'est comme la police de proximité que votre ancien mentor Nicolas Sarkozy avait supprimé. C'est la même logique, Madame Marguerite. On vous a entendu tous les deux sur la question de la... De toute façon, je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord. Non, ça n'a
c'est arrivera pas. absolument certain. Mais il faut que les habitants de Cherbourg-Cotentin soient d'accord. Évitons Quentin de Brigel, dénigrer la ville sur cette question, ma vision des justement. choses. Alors, je pense que je dois avoir assez dans le compteur, vu les échanges qu'on vient d'avoir, dans ce qui me reste à dire. Moi, la vision que j'ai, parce qu'on parle de sécurité, mais la police municipale, déjà, primo, elle n'est pas obligatoire. Vous avez des villes comme Brest qui n'en ont pas et qui n'ont pas de criminalité particulière. Ouais. La police... Donc vous dites, nous, la police, on ne met pas de policiers municipaux. La police, c'est pas du tout ça. Là, justement, je suis pour un retour aussi à la police de proximité supprimée par l'honnête Jean Sarkozy, le plus honnête des honnêtes, mais d'une manière, mais lui redonner sa fonction première, qui n'est pas forcément, qui est plutôt de prévention dans la sécurité. La police municipale, elle est au service, elle fait le lien entre la population et la municipalité. Elle gère les conflits du quotidien, etc. Elle fait tout ce qui est trouble à l'ordre public, mais de circulation, de stationnement, et même d'hygiène et de salubrité. Alors, on va passer maintenant à la dernière partie de cette émission. Si vous êtes élu ou réélu demain, maire de Cherbourg-en-Cotentin, votre première décision, c'est laquelle ? Moi, j'ai un projet global et cohérent que nous avons construit avec l'équipe. Le projet, on ne peut pas le saucissonner. Ce que l'on souhaite, nous, c'est poursuivre la dynamique de la ville, l'accompagner, poursuivre sa modernisation et puis surtout accompagner et protéger les habitants. Tous les habitants, je pense que c'est ça le rôle d'une ville de demain, c'est prendre soin de ses habitants et les accompagner, quel que soit leur âge, leur revenu ou leur situation. Madame Marguerite, vous, la première de vos priorités, une fois aux affaires, qu'est-ce que vous mettez en place immédiatement ? Je réinstaure de la proximité dans toutes les communes déléguées, puisque ça, c'est une demande qu'on a eue vraiment beaucoup pendant la campagne. Est-ce qu'on peut avoir le nom de vos maires délégués ? Non, pas du tout. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, monsieur le arrivé. Ça a l'air compliqué quand même. Non, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il y a une charte au niveau du conseil municipal. Vous la connaissez. Et le jour de l'installation du conseil municipal, on en reparlera. On va peut-être rester sur les priorités, des priorités que vous mettez en place. Quentin Brigel, c'est important. Vous, la première chose que vous mettez en place, quand vous avez l'écharpe de maire, c'est quelque chose de général, mais qui sera en cohérence avec l'ensemble du programme, c'est de refaire la commune, l'échelon du pouvoir populaire, vraiment remettre le citoyen au cœur de la décision, de ce qui l'intéresse, et pas d'être au plus direct du pouvoir et moins dans la délégation. Allez, on va passer à la dernière question de ce débat. Si vous êtes élu demain, si vous êtes à la tête de cette mairie, quel maire serez-vous ? Quel sera votre style, Benoît Rivet ? Écoutez, dans une ville comme Cherbourg-en-Cotentin qui a retrouvé de la vitalité, qui se modernise, je pense que le maire doit continuer à être celui qui fédère les énergies, le chef d'orchestre, un chef d'orchestre qui prépare l'avenir, comme j'ai toujours essayé de le faire, et comme je le fais depuis 2016, pour construire le Cherbourg-en-Cotentin de demain. Notre ville va connaître de grands chantiers. Mon projet, c'est que les gens vivent mieux demain qu'aujourd'hui. Camille Marguerite, rapidement, même question. Quel élu vous serez ? Quel maire vous serez ? Je serai une maire à l'écoute des habitants, comme je l'ai toujours été depuis mes années d'engagement, comme je le suis en tant que citoyenne aujourd'hui. Je défendrai les grands projets comme le contournement ouest de Cherbourg-en-Cotentin, puisque c'est une demande de 76% des Cherbourgeois en Cotentin, et donc je ne trahirai pas mon projet en refusant et en changeant d'avis. Et même question rapidement, Quentin Brigel, en deux mots. Toujours, en deux mots. Moi, l'élu du peuple que je serai, éventuellement, c'est à l'image de ma liste, c'est l'outil politique au service du citoyen et à son intérêt qui être récupéré. Nous, on ne cherche pas à récupérer les gens, c'est les gens qui nous récupèrent. Ça très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci Olivier. On verra les comptes rendus sur nos sites internet et dans les pages du journal Ouest France demain. Dans 7 minutes, votre journal régional avec Guénaël Louis. Et on se retrouvera lundi soir pour un autre débat consacré aux villes de Alençon et de Saint-Lô. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.